Eh bien, bienvenue sur le tapis bleu de ce vendredi 30 août pour le Festival du film francophone d'Angoulême, avec une sublime soirée de première entre un film québécois, Nos Belles Sœurs, et le film de Gaël Morel qui sera projeté dans différentes salles ce soir. Tout d'abord, on va accueillir des comédiens que vous connaissez, des comédiens qui réalisent également, qui ont réalisé des courts-métrages qui viennent d'être présentés par Dominique Besnéard et Marie Caro, avec brio. Des comédiens qui réalisent leurs propres courts-métrages sélectionnés par Dominique Besnéard pour ce festival, qui vont être pris en photo par les photographes, mais me dire peut-être un petit mot avant. Je vais donc les accueillir. Alors, nous n'avons pas pour l'acteur Anaïs Bertrand, mais par contre, je vais pouvoir accueillir pour Fixette Elliot Margueron, que nous avions aussi dans l'équipe de l'Adami tout à l'heure, en comédien, et qui réalise son court-métrage qui vient d'être présenté, accompagné de Lucie Bourdeau, la réalisatrice. Nous avons également l'équipe de Je rentre, c'est-à-dire Jules Renaud, le réalisateur, Kevin Garnichat, l'acteur, Charlotte Guéral, la productrice exécutive. L'équipe donc de Je rentre qui actuellement est projetée. L'équipe de Karateka, la réalisatrice Florence Fauquet qui va nous rejoindre sur le tapis bleu. L'équipe du court-métrage Le Retour, c'est-à-dire le réalisateur Salim Fontaine. L'acteur Rod Parado, un ami du Festival du film francophone d'Angoulême qui est là souvent. Amar Soltani, Sofiane Meliani, Ayoub Elgabz et la productrice Chantal Fischer. Et Amar Soltani, très bien, qui n'était pas... Voilà, et ben je l'ai déjà dit, tu vois, mais c'est bien, il est cité plusieurs fois, il sera cité donc dans toutes les salles. Alors peut-être un mot de chaque réalisateur, je vais vous laisser passer le micro, que chaque réalisateur dise un petit mot sur son film et sur le fait d'être projeté dans un festival comme celui-ci, un festival du film francophone, l'importance d'un festival dans la vie d'un court-métrage. L'importance d'un film qui soit diffusé dans un court-métrage, c'est super important, surtout Angoulême, parce que c'est un festival avec une certaine renommée. Moi, c'est un festival que je connais déjà, parce que j'étais déjà venu en 2015 pour les Talents Canadami, mais en tant qu'acteur. Et donc voilà, là, on projette le film Le Retour, que j'ai réalisé. Et je suis très content. C'est une espèce de boucle qui se boucle. Et j'espère que le film va plaire. Et en tout cas, j'ai bossé avec une super équipe. Chantal Fischer qui m'a super bien accompagné sur mon film. Rod Parado, bref, je ne vais pas citer tous les acteurs, sinon ça va durer une demi-heure. Mais en tout cas, très content d'être là. Et c'est que du plaisir et l'accueil est incroyable. Eh ben nous, on est très contents de t'accueillir. Je rajoute que les courts-métrages doivent vivre en festival. Donc nos amis festivaliers qui sont ici, prenez ces courts-métrages, qu'ils vivent en festival. Un mot sur votre cours et sur l'importance de venir à un tel festival? Moi, c'est le deuxième festival que je fais avec ce film, donc c'est un honneur d'être ici. C'est un film qui s'appelle donc Karateka, que j'ai coécrit et que j'ai réalisé, dans lequel je joue avec une grande équipe qui n'est pas là malheureusement. Je suis toute seule, ils n'ont pas pu venir, mais c'était une équipe formidable et c'est vraiment un grand honneur et plaisir de venir partager le film ici. C'est un film sur le karaté, sur l'univers du karaté, avec des personnages féminins que j'ai voulu mettre en scène, parce que les films d'arts martiaux sont souvent avec des hommes, et là, on va voir des meufs qui se battent. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Juste à côté, je crois qu'on a, hop là, l'équipe de Fixette qui va nous dire un mot. Elliot, qu'on reverra tout à l'heure pour l'Adami, mais as an actor. Alors un mot justement sur le cours. Fixette, c'est un film qu'on a réalisé avec Lucie, que Noé a produit. C'est un film de copains. C'est un petit film qui nous a fait plaisir et on est trop content de le présenter ici. Pour ma part, c'est la deuxième fois que je viens au FFA et je suis trop content d'être là. C'est la bombe. Pareil, un honneur énorme d'être là, et c'est vrai que quand on a fait le film, moi je soupçonnais pas qu'on finirait là, et c'est vraiment une chance géniale d'être avec l'autre productrice aussi. Et merci beaucoup. Pour moi, c'est la première fois en Angoulême et c'est franchement chambé. Eh ben, on espère que ce ne sera pas la dernière. Donc on continue. Nous, on est super contents aussi d'être là. Un mot sur le cours. Un mot sur le cours. Donc, qui s'appelle Je rentre, qui est une adaptation d'une histoire vraie, qui est écrite par Kevin Garnichat, qu'on a tous les trois coproduit, que j'ai réalisé. C'est un film vraiment très indé sur la production, donc on est vraiment ultra content d'être là. C'était un peu inattendu. On a juste hâte de le montrer encore et encore et encore, quoi. Voilà. Un petit mot.
En plus. Non, tout a été dit, je pense, et très bien dit, bravo. Merci Kevin. Merci Kevin. On adore ce prénom d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un n'a pas parlé de son film, que je ne commette pas d'impair? Tout le monde a pu parler du film. Alors est-ce qu'on est prêt pour les petites photos? On va me dire, et on me dit oui. Alors Quentin va reprendre le micro et je vais demander au réalisateur, voilà. Pour la photo, c'est les réalisateurs qui viennent donc de projeter leur court-métrage présenté par Dominique Besnéard et Marie Caro, notre directrice artistique, qui pourrait être d'ailleurs présentatrice, seulement elle l'a fait avec brio. Des courts-métrages qui doivent vivre en festival. Et donc j'invite vraiment les directeurs de festivals à les sélectionner dans les leurs. C'est important que ce soit ces courts-métrages-là ou les moyens-métrages que nous avons diffusés avant la section Les Flamboyants. Très bien, chère Sarah Lee, merci pour cette information. Une avant-première aujourd'hui très importante pour un film que nous avons adoré. Dans l'équipe du Festival du film francophone d'Angoulême, vous le savez, c'est un festival du film francophone, donc nos amis viennent souvent nous présenter leurs films outre-Atlantique. J'ai le souvenir de Bungalow l'année dernière. Nous avons eu le bonheur d'avoir Lynn Charlebois toute la semaine avec nous pour le merveilleux Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Et alors là, un délire exceptionnel, un film adapté d'une comédie musicale extrêmement célèbre, qui a d'ailleurs été adapté à Paris. On va pouvoir en parler avec l'équipe, qui va me rejoindre tout de suite pour Nos Belles Sœurs. J'ai nommé Geneviève Schmidt, l'actrice du film, Véronique Dicker, l'actrice également, ainsi que la productrice Denise Robert, pour Nos Belles Sœurs, qui est donc diffusée ce soir, qui est diffusée ce jour en avant-première. Bienvenue à vous. Merci, merci. Alors, je le disais, nous dans l'équipe, on a adoré le film, Ouais. mais vraiment adoré. Vous êtes exceptionnelle, une boule d'énergie, avec un côté dramatique, chère Véronique, que nous n'avions pas vu ici en France, bien qu'on connaisse notamment au Grand Rex, votre côté très énergique. Je le disais, c'est un film tiré d'une comédie musicale extrêmement célèbre, là, des années 60, hein, je crois. En fait, ce n'est pas une comédie musicale à la base, c'est une pièce de théâtre. Michel Tremblay est un auteur de théâtre joué à travers le monde. Et il y a 10 ans, il y a une comédie musicale inspirée de la pièce de théâtre. Et là, c'est l'amalgame pour le cinéma. Qui s'est fait une pièce de théâtre qui, je pense, est jouée d'ailleurs un peu en France, d'ailleurs à Paris. Oui, au Rond-Point, la comédie musicale Les Belles Sœurs a joué peut-être il y a 10 ans au Rond-Point à Paris et ce fut un succès, je pense, phénoménal. Ouais. Et alors, comment était l'ambiance? Nous, quand on regarde le film, on a une énergie d'enfer, on a envie d'être avec vous. C'est un mélange, on est un peu dans Hairspray, on a envie d'être avec toutes ces femmes. C'est un film qui fait la part belle aux femmes, et heureusement avec des femmes de caractère, quel que soit le milieu social, avec cependant un côté un petit peu cynique qui fait le parti pris de ce film. Comment s'est passée l'ambiance du tournage et la préparation du film? Ça a été un pur bonheur. Moi, je me pinçais tous les jours au tournage parce qu'il y avait une ambiance vraiment heureuse. Les gens étaient heureux de venir tourner. Les filles étaient vraiment... On était tous... C'était comme une famille qui s'aimait et qui ont travaillé pour le film. Et puis, ben, le résultat, vous allez voir le film, je l'espère. Dans des salles complètes. C'est exactement. Tiens, peux-tu ajouter... L'ambiance, chère Véronique, autour du tournage. L'ambiance, c'était... Bon, c'est le mot de l'heure, c'est bienveillant. C'était très bienveillant, l'ambiance. C'était des femmes qui se tenaient vraiment. Et puis, franchement, moi, j'ai adoré. C'était ma première expérience de long métrage avec un premier rôle. Et donc, je dois vous avouer que c'était toute une expérience pour moi. Et d'être accueillie par ces magnifiques actrices qui ont d'expérience, qui m'ont accueillie dans cet univers des Belles Sœurs, ben, ça m'a beaucoup profondément touchée. Puis le public va le découvrir ce soir. Il y a une scène clé dans le film qui est au cœur de film, avec une scène un peu Rob Marshall, Nicole Kidman, Unusual Way, une scène un peu dramatique. Et vraiment, et j'invite surtout les gens à écouter la bande originale. Sera-t-elle disponible? D'ailleurs, je me suis posé la question. Elle sera disponible? Absolument. Elle est disponible. Oui, absolument. Sur iTunes, entre autres. Et ben voilà, j'invite vraiment les gens à le faire. Le message que vous voudriez que les spectateurs retiennent du film en sortant, sans évidemment dévoiler l'intrigue, autour des femmes. Savourer cette œuvre. Nous jouons des femmes ordinaires, classe ouvrière, alors on essaie de sublimer l'ordinaire. Chaque femme va se reconnaître. On espère que nos belles-sœurs seront vos belles-sœurs.
Et un petit mot sur le make-up, la coiffure, comment c'était? Est-ce que c'était fun, comme vous dites là-bas? Ben oui, parce que... Vous notamment. Exceptionnel. Mais oui, moi... Hairspray. Ouais, c'est un peu Hairspray. J'adore ça. Et nous donc? Mais c'était des costumes d'époque. Il y avait des recherches aussi. C'était coloré. Je pense que les gens, là, présentement, il y a la projection et je vois le public avec des grands yeux, avec un grand sourire. Pour moi, c'est réussi, là. Il y a un super travail sur le set design, sur les costumes. Ouais. On sent que vous avez, enfin vraiment, il y a une direction d'acteurs dingue. On sent que vous avez adoré jouer ensemble. Les salles sont complètes et on pense que ce film va faire beaucoup de bruit à sa sortie en France. Donc merci à vous et je vais vous laisser avec mes amis photographes prendre une photo. Bravo, nos belles sœurs, projetées en avant-première ce jour au Festival du film francophone d'Angoulême. Geneviève Schmitt, Véronique Dicker et Denise Robert. Pour ce film qui fait du bien, pour ce film qui met la pêche, pour ce film qui met en forme, et ce film qui parle d'un milieu social sans aucune condescendance, adapté donc d'une pièce de Michel Tremblay, également une comédie musicale, et qui est donc disponible sur iTunes. Ça, je ne le savais pas, et voilà qui va faire mon week-end. Et alors que je vois l'équipe de l'Adami qui va nous rejoindre, l'Adami, partenaire du Festival du film francophone d'Angoulême. L'Adami qui a été projeté 2 fois sur ce festival, une rétrospective autour des 30 ans des talents Adami, avec la projection, une espèce de best-of et les réalisateurs qui sont venus. Et puis évidemment la nouvelle salve qui a déjà été projetée au Festival de Cannes, qui sera projetée dans les festivals partenaires de l'Adami. La nouvelle salve du film, c'est-à-dire, hop là, j'ai nommé, je n'ai pas cela dans mes fiches, mais c'est pas grave, chacun va pouvoir nous dire un petit mot. Alors pour la toute première fois, et je vois aussi Sam Carman de l'Adami qui va nous dire évidemment un mot succinct sur l'Adami, c'est important. À tous. Ça marche. Alors juste avant, voilà, ils sont très nombreux, on va laisser tout le monde arriver sur scène. Mets-toi devant moi, chérie. Voilà, donc c'est toute l'équipe. Pour la toute première fois, l'Adami nous fait une série qui se suit avec encore une fois 4 réalisatrices différentes. Et pour les gens qui ne sauraient pas, alors je vois qu'il y a un micro là-bas, mais je vais vous donner, Serge Sam, le micro. Est-ce qu'on peut brièvement expliquer ce qu'est l'Adami pour les gens qui ne le sauraient pas? Et voilà, je suis là pour le faire. Très bien. Alors l'Adami, c'est un organisme de gestion collective, c'est-à-dire c'est une société qui récupère des droits pour les redistribuer aux artistes. Ce sont des droits qui sont générés quand on fixe leur œuvre. Tous les supports qui fixent la musique ou qui fixent l'œuvre dramatique, les acteurs, ou les circassiens, ou les danseurs. Voilà. Dès que c'est fixé, ça génère des droits, l'Adami les redistribue. Mais elle fait aussi autre chose, l'Adami, c'est qu'elle fait des opérations en propre et au figuré, dans le sens qu'elle aide beaucoup de projets, que ce soit des projets en musique ou des projets au théâtre, toutes sortes de projets, mais des opérations propres comme celle-ci. Et les talents cinéma, l'exercice, c'est de proposer chaque année à des interprètes qui sont bien dans leur carrière, qui ont eu cette chance-là, et aussi le talent d'y arriver, et ceux qui sont intéressés pour passer de l'autre côté de la caméra, et pour faire émerger de nouveaux talents. Et donc cette année, comme c'était les 30 ans, il y a toujours 4 films, mais les 4 films constituent une mini-série, et nous avons voilà, tous les 16 talents, ils sont peut-être pas 16 là, mais ils sont pas loin d'être 16 à peu près, qui ont joué dans ces 4 opus qui forment un tout et qui s'appelle Red Carpet, puisque le sujet c'est un festival de court-métrage. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis trop long, hein. Non, c'est très bien, au contraire, cher Sam. Juste dire qu'il y a une scène du film que vous êtes en train de la série que vous êtes en train de recréer, hein, puisque voilà, les gens l'ont découvert, mais ça se passe autour d'un festival de cinéma, et j'ai l'impression que je suis en train de refaire une scène d'un des épisodes. L'Adami qui a été extrêmement présent sur le festival, puisque il y a également donc, il y a les talents Adami, mais il y a aussi les talents Adami déclencheurs, etc. Il y a énormément de films qui sont soutenus par l'Adami, des moyens-métrages et des courts-métrages, tous, hein. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est vrai, tout ça est vrai. Voilà, et je crois que nous avons, je salue d'ailleurs Antoine Le Carpentier juste au bout du Red, là, du Blue plutôt, qui a produit ces films pour Mon Voisin Production. Mais non, c'est Vanessa, hop là, voilà, qui représente les réalisatrices pour le coup.
Voilà, j'aimerais que tu nous expliques comment tu es arrivé sur ce projet et que tu parles au nom des autres réalisatrices pour nous expliquer le tournage. Que je nomme, oui. Que tu nommes. Alors que je nomme. À côté, qui entoure Vanessa, il y a eu Pauline Clément, Sarah Stern et Nina Meurice. Eh bien, je suis arrivée là en frappant à la porte. Écoutez, non, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Moi, je remercie vraiment du fond du cœur l'Adami, la production, le festival, les différents festivals qui nous accueillent, parce que, en tout cas, en tant que moi, première expérience de réalisation, ça a été une révélation. J'ai absolument adoré ça. J'ai eu la chance de découvrir ces talents extraordinaires. Et je trouve ça super comme concept. C'est une espèce de passage de relais. Moi, je l'ai fait il y a plusieurs années. J'étais trop contente de pouvoir éventuellement mettre en lumière certains de ces talents. Et voilà, juste merci pour ça. C'est une expérience vraiment géniale. J'espère qu'il continuera, perdurera pendant des années encore. Et voilà. C'est bien parti pour, ça fait déjà 30 ans, donc on est parti pour 30 ans de plus. On sait jamais, hein, tout dépend de beaucoup de choses, notamment la politique. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Vanessa, est-ce que juste, pour que les gens comprennent, la quantité de candidatures que vous avez reçues, c'est fou. Les comédiens ont très très envie de tourner et pour l'Adami et pour vous aussi. Exactement, j'ai reçu des menaces sur Instagram si je choisissais pas certains jeunes acteurs. Non, là, vous en avez 16, mais c'est vrai qu'on reçoit plus de 1000 candidatures. Il y a un écrémage qui est fait par les directrices de casting parce que c'est un peu long de voir 1000 candidatures, mais je crois que j'en ai vu passer presque 500. J'avais vraiment passé 2 jours à cliquer sur les petites têtes qui m'intéressaient comme ça, à regarder leurs vidéos. Et voilà, c'est super. Enfin, c'est une tellement belle expérience que je comprends que les jeunes acteurs aient envie d'envoyer leur candidature. D'ailleurs, envoyez vos candidatures, messieurs, dames. Exactement. Il faut avoir moins de 30 ans, en revanche, désolé. Ouais, il faut le dire, Vanessa, puisque là, tu es en train de passer dans toutes les salles. Donc, il y a beaucoup de comédiens qui sont en train de te regarder. Oui, ce soir, là, en différé, tout à l'heure, avant l'avant-première. Ok, vous auriez dû me le dire. Anyway. Envoyez vos candidatures, si vous avez la chance d'avoir moins de 30 ans. L'Adami qui a lancé la carrière de beaucoup de comédiens, comédiennes talentueux qui sont passés à la réal. C'est important de le dire, l'Adami qui soutient la création comme personne. Et je les en remercie vraiment au nom du Festival du film francophone. Juste un petit mot, Massimo, puisque tu fais partie d'une rétrospective et je sais que tu es assez prolixe. Donc, comme tu fais partie de la rétrospective, je vais te donner la parole pour parler aussi de l'Adami, puisque tu fais partie aussi de l'Adami. Oui, c'est vrai que moi j'ai découvert justement l'Adami en 2019 en faisant partie de la promotion des talents Adami cinéma, où il y a eu une rétrospective effectivement ce matin d'un des films dans lesquels j'avais joué, un film réalisé par Grégory Montel qui s'appelle Les Chiens à bois. Et c'est vrai que pour moi ça a été aussi une rampe de lancement dans le sens où ça m'a permis de développer une sincère amitié avec l'Adami et qui m'a permis de prendre la présidence à un moment donné du comité de sélection des projets dramatiques qui soutient notamment via les programmes dont tu as parlé tout à l'heure, Adami déclencheur audiovisuel et Adami déclencheur théâtre, les bourses première fois aussi, mais bon on va pas... Voilà, il faut regarder sur le site de l'Adami pour voir un peu les détails. Mais voilà, c'est vrai que l'Adami soutient énormément de projets parce qu'elle s'occupe de redistribuer tout l'argent que l'Adami récupère des droits des artistes-interprètes. Elle le redonne pour des artistes pour faire en sorte qu'il y ait des événements comme les talents Adami Cinéma qui puissent exister et de soutenir des projets artistiques, que ce soit en théâtre ou en audiovisuel. Voilà. Massimo, mais tu es absolument parfait pour ça, en promo, Massimo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo de groupe, puis ensuite une photo film par film. Hop. Alors, je vais vous laisser vous approcher de nos amis photographes pour une photo de groupe. Bon courage pour les photographes, pour réussir à avoir tout le monde dans le cadre. Merci beaucoup, Quentin. Merci, chère Marie-Caro, c'était parfait en présentation. Je l'ai dit tout à l'heure au micro, c'est vrai, je le pense vraiment. Donc, une photo de groupe, et puis on fera ensuite chaque film. J'espère qu'Antoine Le Carpentier, le producteur des films, est bien sur la photo. Il est là, je le vois. Évidemment, pour mon voisin production. L'Adami qui évidemment reviendra l'année prochaine avec la nouvelle salve de courts-métrages. Cette année, c'était particulier, je le disais, une première fois que c'est une série et qui donc est réalisée par 4 réalisateurs différents. Et là, on comprend vraiment à quel point la mise en scène est importante pour mettre en valeur. Voilà, on a une première équipe de films qui est ici. Il me semble que ça doit être dans l'ordre de ce que j'ai. On me dit oui. Et effectivement, ce que je vois, Laetitia. Donc,
Merwan Tajouti, comédien, Laetitia Gaillac, comédienne, qui sort du conservatoire, je crois, Elliot Margueron, comédien, qui réalisait aussi son cours cette année, Solange Silva Blanchard, comédienne pour Délibération, premier de la série. Ils sont beaux, ils sont très très beaux dans la série aussi. C'est vrai, je vous l'ai déjà dit, vous êtes très beaux dedans. Et puis on va accueillir maintenant le deuxième épisode, Les Noyaux sans cerise. En plus on a la réal qui est là, qui est prolixe aussi. Vanessa Guide, qui est aussi démente que sa mise en scène pour ce deuxième épisode. Avec les comédiens Sam Chemoul, Adrien DeWitt, Tristan Pellegrino et Lisa Allegria Ditica, en espérant ne pas avoir fait d'impair. Ah, on me dit que c'est ok, c'est génial. Deuxième épisode, donc avec Vanessa Guide qui est là. Et on accueille maintenant le troisième épisode, Caparnomia. Nous avons les comédiens Léon Plazol, Héloïse Jeanjot, Gabriel Washer et Adib Cheki. Je vous disais, la Dami, c'est collectif, ils se soutiennent tous, il n'y a pas de compétition, etc. C'est quand même assez improbable entre comédiens de voir ça. Je rigole, évidemment. Nat. Et puis, merci à vous, merci beaucoup. Puis la quatrième équipe, le quatrième épisode, Abraka Dabar, Lorena Tellier, que nous connaissons bien au Festival du film francophone d'Angoulême, et Florian Le Sieur, un binôme. Ils sont très beaux également. Lorena qui est également réalisatrice. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire une scène du film, hein, de leur série. Et Nicolas Sédou que nous accueillerons dans quelques instants, puisque priorité au direct, c'est une équipe de film que nous allons accueillir à présent, une équipe d'un film très fort que Jean-Pierre a présenté, que Jean-Pierre Lavoignet a présenté dans 2 salles différentes aujourd'hui. L'équipe du film Les Enfants, un film qui aborde le sujet, on va en parler évidemment avec l'équipe, ils en parleront beaucoup mieux que moi, un film qui aborde le sujet des enfants placés pour des histoires de violences sexuelles, pour des histoires de maltraitance également. Un document vérité exceptionnel qui a bouleversé toute l'équipe du Festival du film francophone, l'équipe des enfants. Bonjour, merci beaucoup, merci d'être là. Alors tout d'abord, j'ai envie de savoir comment s'est passée cette projection cet après-midi animée par Jean-Pierre. Très bien, c'était très heureux d'avoir Jean-Pierre qui m'a accueilli quand j'avais 20 ans pour présenter le film et le public a applaudi pendant de longues minutes, je suis super content. Voilà, c'est un documentaire, je me disais, qui nous a vraiment bouleversé quand on a vu dans l'équipe du Festival du film francophone. Moi j'ai envie de savoir, je pense que Jean-Pierre vous a posé la question cet après-midi, mais comment avez-vous fait pour toucher à ce point la vérité et pour que ces jeunes oublient la caméra, oublient que vous soyez là et que vous êtes comme un frère pour eux, si bien qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues au cinéma dans ce film documentaire, ce film tout court l'air. Le temps et ne pas tricher, et rester soi-même et regarder les gens avec son cœur et pas avec sa tête en fait. Et puis le temps, je suis resté 8 mois, donc du coup on lit des liens indescriptibles, enfin j'étais pas un substitut de parents ou de famille ou quoi, j'étais quelqu'un qui arrivait comme ça pour faire un film, donc au départ ça les intriguait et puis ensuite ils ont oublié la caméra. Au départ, je filmais pas, donc je jouais avec eux, puis j'ai commencé à filmer, puis après je filmais tout le temps. Et pendant 8 mois, je les ai filmés. D'où est venue l'idée de ce film? Parce que j'avais vu il y a très longtemps un film de Maurice Pialat qui m'avait bouleversé, qui s'appelle L'Enfance nue. Bien sûr. Et ça m'était resté dans la tête. Et quand j'ai appris qu'il y avait encore des endroits dans lesquels il y a des enfants abandonnés ou des enfants placés, etc., aussi près de chez nous, je me suis dit il faut essayer d'aller voir ce qui se passe. Un film, je le disais, qu'il faut voir en salle. Absolument, il y a une énergie, on partage des choses avec le public, avec son voisin, on a envie d'en parler après. Un film, on reste pas indemne, hein. Quand on sort de ce film-là, on a besoin de souffler 1 heure, d'en parler.
au bout d'une heure de silence. Donc voilà, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe pour ce film qui nous a vraiment bouleversé, qui va bouleverser tout le public. Peut-être un mot également autour du film. Nous représente Black Dynamite Productions, donc c'est le deuxième projet qu'on produit avec Rodolphe, et j'avoue que c'est une grande fierté d'avoir, de pouvoir avoir accompagné ce film qui est bouleversant, exigeant et nécessaire, donc on est ravis. Merci Rodolphe. Qui a donné Bravo. du temps donc, pour le film. Donc voilà, merci pour la production et vraiment merci pour cette petite claque que j'invite vraiment tout le monde à voir en salle, en salle, en salle. Merci beaucoup. Je vais reprendre le micro de manière à ce que vous puissiez faire une petite photo avec nos amis photographes. Pour ce film, donc, Les Enfants, un film choc qui a été projeté ce jour au Festival du film francophone, animé par Jean-Pierre Lavoignat. Et je rajoute que vous pourrez retrouver un podcast autour du film également animé par Jean-Pierre sur le YouTube du festival et le site du festival. Et nous allons à présent accueillir celui qui fut la vedette de la masterclass ou classe de maître de mon confrère Thierry Chaise à l'Espace Franquin cet après-midi, Monsieur Nicolas Sédou, qui va me rejoindre pour quelques mots avant de passer sous les flashs des photographes dans ce cagnard angoumoisin. Merci beaucoup, cher Nicolas Sédou, d'être avec nous. Alors, comment s'est passée cette masterclass, je suppose, animée de main de maître par Thierry Chaise cet après-midi? Écoutez, c'est pas à moi, il faut poser la question, c'est à ceux qui étaient là. En nombre, d'ailleurs. Oui, quelques-uns. C'est-à-dire que la salle était pleine. Et de toute façon, comme ici, on m'a mis le soleil dans l'œil. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que toutes les rues sont pleines, parce que vous êtes très habile, vous vous mettez à l'ombre et vous mettez vos invités au soleil. Mais ils sont là pour ça. Ils vont essayer d'être dignes de ce soleil. Une classe de maître très intéressante dans laquelle on a parlé de la distribution, beaucoup, et aussi on a parlé de films de patrimoine. Quelle est l'importance pour vous, à vos yeux, d'un festival tel que celui d'Angoulême, qui projette des films populaires, des films en avant-première, et c'est important, des films de patrimoine qui, comme le disait Bertrand Tavernier, sont un témoignage de notre temps, qu'il ne faut pas appeler vieux films. Mais nous sommes en 2024. Le patrimoine, il commence en 2023. Hein, et le cinéma, il est né en 1895. Donc, ça nous fait 130 ans de patrimoine contre une année de production. Donc, ça mérite d'être pris en ligne. D'autant plus qu'il y a des cinémas... Alors, il y a des cinémas qui naissent, mais le grand cinéma italien, il n'est plus là. Le grand cinéma britannique, il n'est plus là. Il y a aussi des cinémas qui disparaissent. Et heureusement, il y a celles et ceux qui l'ont représenté pendant des décennies et qui continueront à le représenter pendant des siècles. Voilà, avec des cinéastes qui font vivre encore ce cinéma. Je pense à Fabrice Duvels qui nous fait un formidable film sur Pasolini avec Béatrice Dalle. Voilà, peut-être juste un mot, puisqu'on peut retrouver également cette classe de maître, hein, je le dis, qui a été enregistrée. On peut retrouver sur le site du festival dans quelques jours. Peut-être si vous aviez 3 films qu'on appelle de patrimoine à conseiller pour le public qui est en train de vous regarder actuellement dans les salles du CGR, quels seraient-ils au pluriel? Oui, moi, je déteste donner des conseils. Alors pour vous, 3 films. Non, mais c'est important ce que je dis. Laissez-vous guider par ce que vous avez envie de voir. Puis s'il y a quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous dit « va voir La Grande Illusion », allez voir La Grande Illusion. Jean Renoir. S'il y a quelqu'un qui vous dit La Belle et la Bête, allez voir La Belle et la Bête. Mais si vous avez envie de voir La Poison, même si beaucoup ont dit du mal de Sacha Guitry pendant longtemps, parce que finalement, vous parlez à ma place, hein, et je vous en remercie. On l'a diffusé l'année dernière, La Poison, avec Michel Simon. Alors, juste une anecdote sur La Poison. Donc, Sacha Guitry appelle Michel Simon et lui dit « J'aimerais que vous interprétiez le rôle ». Michel Simon lui dit « Écoutez, maître, je ne sais pas si je suis bon à la première prise. À la seconde, je suis très mauvais. À la troisième, je suis exécrable. » Et Sacha Guitry de répondre « Dans la mesure du possible, Michel Simon, nous ne ferons qu'une prise. » Le film a été tourné en 10 jours. Je trouve ces 3 choix incroyables. Jean Renoir donc pour La Grande Illusion, Jean Cocteau pour La Belle et la Bête, et puis La Poison qu'on a diffusé au Festival du film francophone d'Angoulême. Merci infiniment Nicolas Sédou au nom de toute l'équipe d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vais vous laisser prendre la place au milieu pour que les photographes du festival puissent vous prendre
en photographie. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, cher Nicolas Seydoux. Je vais juste reprendre le micro et vous laisser vous avancer pour les photographes. Voilà. Bon, bah, écoutez, bravo. Merci à Nicolas Seydoux, une classe de maître animée par l'immense Thierry Chaise, que nous pourrons retrouver sur le site du festival, puisque nos classes de maîtres sont captées. Voilà, Nicolas Seydoux qui vient de donner 3 conseils cinéma que je plus sois, que je répète donc, puisque ça ne vient pas de moi mais de lui. Donc Renoir, La Grande Illusion, Jean Cocteau, La Belle et la Bête, et puis La Poison qu'on a diffusé l'année dernière avec un grand bonheur à Angoulême. Alors à présent, nous allons accueillir l'équipe d'un film que beaucoup d'entre vous, en coup moins un, ont déjà vu, que les gens vont découvrir en salle dans quelques temps. Voilà, je vois l'équipe qui est ici. C'est un grand bonheur pour nous de pouvoir présenter ce film au Festival du film francophone d'Angoulême. L'équipe du film à bicyclette qui est en compétition avec son réalisateur et auteur Mathias Mlécuse, que je vois là, Joseph Mlécuse et Florence Sabatier. Comment alors? Et Philippe Rebaud que je n'avais pas vu, pardon. Alors, et tu as aussi Marc-Étienne Schwartz, le producteur. Voilà, qui va nous rejoindre. Alors moi, on s'est vu Mathias à la première projection le premier jour. Je ne vous ai pas vu de la semaine, mais je sais que les salles étaient pleines, avec, me semble-t-il, de nombreux applaudissements suivis après le film. Comment on se sent là? On arrive en fin de parcours un peu. Comment vous vous sentez? Fragile. Je me sens très fragile. C'est énormément d'émotions. C'était très très émouvant. Les salles. Encore là, en fait, on sort de la salle. C'est très émouvant. On a vraiment reçu un accueil formidable. Merci on dit Angoulémois. Angoumoisins. Angoumoisins. Les Angoumoisins sont vraiment été très chaleureux, même plus que chaleureux. Ils ont été formidables, grandioses. Il y a plus de place malheureusement, ou presque plus. Donc retrouvez-vous pour la projection de demain que j'ai le bonheur d'animer au Nil. Je le disais quand on s'est vu à cette première projection au Nil d'ailleurs, que le public faisait partie intégrante du film et que les retours du public étaient un peu l'épilogue de ce film. J'ai eu l'impression que vraiment vous assistiez à toutes les projections comme si le public était un personnage de ce film. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin, en fait, à la fin de la présentation, j'étais sur place et du coup, il y avait une espèce de communion. On s'embrassait, on se prenait dans les bras. C'était vraiment beaucoup de câlins, en fait. J'ai l'impression d'avoir... Et du coup, moi, ça m'a fait énormément de bien de prendre chaque spectateur dans les bras à la fin du film. Et on se consolait. Je sais pas... Moi, je pensais que c'était une histoire très personnelle et que du coup, ça n'allait pas intéresser beaucoup de monde. Et en fait, je m'aperçois voilà, en fait, j'ai été con parce que le deuil c'est universel, tout le monde a eu une confrontation avec la mort et j'avais l'impression de réveiller tout ça. Là tout à l'heure il y avait un monsieur qui était en larmes et j'avais l'impression qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie tellement ça sortait par vagues et c'était beau de l'accompagner aussi là-dedans, de voir que le public m'accompagnait et j'accompagnais le public. Oui, parce que je le disais, les critiques sont importantes, mais c'est le public aussi. Et j'ai rencontré beaucoup de festivaliers qui m'ont dit en sortant du film qu'ils ne se connaissaient pas, qui avaient envie d'aller boire un coup ensemble, de parler du film, etc. Et donc preuve en est que c'est un film qui marque. Quelques mots peut-être, cher Philippe, autour de ce film, puisque vous êtes tout de même très marquant, un film donc sur le deuil, mais la fraternité et l'amitié surtout. Je ne sais pas très bien quoi dire, franchement. Oui, par amitié, j'ai suivi mon copain qui était en larmes, voir un ami pleurer, voilà. J'ai envie de citer Jacques Brel. Donc je suis allé voir un ami pleurer. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai chialé plus que lui. Voilà. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le film la première fois, la première projo? Je l'ai pas vu le film. Ah. Non, je ne le verrai jamais. Comment j'ai réagi quand Mathias m'a dit que son fils était mort? Je n'ai pas réagi, je me suis assis. Je me suis dit, putain, comment je vais aider mon copain? Comment je vais aider mon copain? Ça a été ça, mon thème. Et encore aujourd'hui, je me demande comment je vais aider mon copain. Voilà, le cinéma... À vivre. Hein, en faisant du cinéma, ouais. En faisant du cinéma, le cinéma, ouais. Ouais, faisons du cinéma, sublimons, partageons un truc, faisons une œuvre d'art.
Je ne sais pas. Mais le cinéma peut être un formidable outil thérapeutique pour les gens qui vivent un deuil, comme la littérature, et ce film le montre à tous les gens qui ont vécu d'immenses deuils. Je pense que ça parle à tous. Peut-être un mot du reste de l'équipe sur le film, si vous le souhaitez. Je rappelle que vous êtes donc diffusé dans les salles du CGR, peut-être pour les gens qui n'ont pas encore vu ce film, qu'ils verraient demain au Nil, demain samedi. Bah moi, je voudrais remercier Mathias pour la chance qu'il m'a donnée de mettre en image cette histoire. Parce qu'au-delà en fait, d'une simple histoire de cinéma, c'est une histoire qui nous a tous transpercés en tant qu'équipe technique. Et c'est un moment qui a été... On a vécu les émotions avec vous. C'est un voyage initiatique pour nous tous. Et je pense qu'on se l'était dit avec Philippe au début, on va revenir différent de ce film. Et effectivement, ça a été... incroyable à mettre en image et en même temps très, très douloureux parfois. C'était un mélange de plein d'émotions, de larmes, de rires. C'était une aventure incroyable. Et c'est ce qu'on ressent en voyant le film. Est-ce qu'avant que je vous laisse avec nos amis photographes, l'un de vous veut dire un mot? Le film se suffit peut-être. Non, je voudrais que Marc-Étienne dise deux mots, parce que sans lui, ce film n'aurait pas eu lieu. Il faut être très audacieux, parce qu'il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas une ligne de scénario. On a dit on va partir à Istanbul et on va improviser. On va refaire le voyage de mon fils et il a dit banco. Alors Marc-Étienne, bravo. Et vraiment, merci. Bravo. Eh ben, si un ami peut s'avérer quelque chose, ben, je suis là. Et je l'ai fait pour ça. Et parce que Mathias m'a appris à être père. Mathias est un père extraordinaire et il m'a beaucoup appris personnellement et humainement. Et j'espère t'avoir envoyé tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Voilà, vous voyez la fraternité qui est présente dans l'équipe et c'est ce qu'on a tout de suite en sortant du film. Je vous remercie au nom de toute l'équipe du Festival Film Francophone pour votre gentillesse, votre présence. Vous êtes avec tous les festivaliers angoumoisins. Et puis on vous voit à bicyclette dans tout Angoulême cette semaine. Et voilà, vous êtes un bonheur d'équipe pour un bonheur de film. Donc merci à vous. Un film qui sera projeté à nouveau donc ce samedi au Nil. Je vais vous laisser avancer pour les photographes. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ce film, un podcast a été réalisé que vous pouvez retrouver sur le site du Festival du film francophone d'Angoulême et que ce film peut concourir au choix du public. Voilà, n'oublions pas que c'est un des prix les plus importants d'Angoulême qui a aidé à faire vivre le film de Julien Carpentier l'année dernière. C'est important pour la distribution. Vous pouvez voter par un système de notes pour le film dont le lauréat sera dévoilé à la cérémonie de clôture dimanche soir qui sera aussi en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine si mes informations sont bonnes. Merci donc à l'équipe d'Abicyclette pour leur bienveillance, gentillesse, fraternité et générosité. Merci Mathias, vraiment. Et je crois, oui. Voilà, cette chère Marie-France Brière, qui me dit de le rappeler, mais ce que je fais, mais je le redis encore, hein, pour les gens qui sont en train de nous regarder dans les salles du CGR, que vous pouvez retrouver les classes de maîtres dont nous parlons depuis tout à l'heure, notamment celle avec Nicolas Sédou, ou celle de Christine Scott-Thomas, qui n'a pas eu lieu, qui aura lieu demain, ou celle d'hier avec Valérie Donzelli. Vous pourrez les retrouver sur le site du festival et sur le YouTube. Elle cartonne, celle de Jean-Pierre qui fait un tube notamment, celle de Fabrice Lucchini à 350 000 vues de l'année dernière. Jean-Pierre qui est la star des présentateurs. Et les podcasts, hein, c'est important, vous le savez, cette année, les podcasts sont réalisés en amont, mais sur le festival également. L'équipe donc d'Abicyclette qui projettera son film demain. Et alors là, c'est un moment très cher à Marie-France Brière, c'était le ciné-concert. Le ciné-concert de ce festival du film francophone d'Angoulême, un film d'Emmanuel Courcol qui a été projeté au théâtre, qui va être projeté au théâtre, qui est projeté au théâtre actuellement. Voilà, j'ai la bonne conjugaison donc. Le film, un film très fort d'Emmanuel Courcol avec des amis du Festival du film francophone d'Angoulême qui sont déjà venus l'année dernière, notamment Benjamin Laverne, je crois Pierre Lotin aussi. Je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir l'équipe du film en fanfare, notamment son réalisateur, avec lequel j'ai eu le bonheur de faire un podcast pour le festival qui est disponible. Oui, c'était moi, cher Emmanuel. Je vais vous laisser monter sur scène avec votre équipe, équipe que vous allez nous présenter avant de parler du film. Je vois Pierre, Benjamin, alors allez-y. Alors, bonjour. De droite à gauche ou de gauche à droite, suivant l'endroit. Donc Pierre Lotin, Sarah Succo, Benjamin Laverne, mes acteurs, mon trio d'acteurs magique, et Irène Muscari, ma co-scénariste. Voilà.
Et moi-même, Emmanuel Courcol, voilà. Alors, ce qu'on est en train de dire est diffusé là dans les salles du CGR avant la première du film de ce soir, mais il y a des gens qui ont déjà pu voir ce film. Un film qui est très intelligent puisqu'on pense que ça nous amène quelque part dans les 10 premières minutes pour nous emmener ensuite ailleurs. Il y a un sujet qui est rapidement évacué mais qui est là pour lancer le film. Un film sur la filiation. Ça ne m'étonne pas du tout que Marie-France Berrière et Dominique Besnéard l'aient choisi. Beaucoup de films sont sur ce thème. Est-ce que vous pourriez nous le repitcher un petit peu pour les gens qui ne l'auraient pas vu ? Alors le pitch, bah voilà, c'est la rencontre imprévue de deux frères qui ont été séparés par les hasards de l'adoption, qui ne se connaissent pas. Voilà. Et ils ont connu des destins très différents, puisque le premier, l'aîné, Benjamin Laverne, est devenu un grand chef d'orchestre international. Voilà, il a été adopté dans une famille aisée de la région parisienne. Et Pierre Lotin, Jimmy, dans le film, lui est resté dans sa petite bourgade du Nord. Et voilà, il est tromboniste dans la fanfare municipale. Alors voilà, avec un pitch pareil, on peut s'attendre à toutes les catastrophes, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. C'est la rencontre de deux mondes, deux cultures, deux mondes musicaux, sociaux, voilà, et c'est voilà, l'apprentissage de l'autre. Enfin, ils apprennent à se rencontrer, à se connaître, à se pratiquer, puis finalement à s'aimer. Et l'autre personnage, interprété par Sarah et Sabrina, voilà, est une musicienne de la fanfare qui joue un rôle très important. Oui, une bulle d'aération dans le film. Voilà, avec une nature, je dirais, très généreuse et qui va aider, je dirais, cette rencontre et surtout son Jimmy, voilà, à prendre confiance en lui et à peut-être se réaliser. Un film sans aucune condescendance, comme l'est votre cinéma. Un film, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai envie de rejoindre une fanfare. C'est ça, c'est un objet thérapeutique. On a vraiment envie d'aller avec eux. On a envie, d'ailleurs, d'écouter les fanfares aussi. On a envie d'être amis avec eux, de faire partie de cette famille. Pierre, quand vous avez lu le scénario, est-ce que tout de suite, la générosité qu'on voit quand on a le film était là? J'ai une bonne expérience avec Emmanuel sur Un Triomphe, donc du coup, j'étais obligé de bosser avec lui, quoi. Quand j'ai lu le scénario, en plus, le rôle était hyper beau, donc je me suis dit, bon, bah, banco, quoi. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir vu le film pour la première fois? Un film beaucoup plus musical qu'en Triomphe. En Triomphe, il y a, même si on a une apothéose qui ressemble à celle d'en Triomphe aussi, on va pas dévoiler, mais voilà, avec apothéose théâtrale, tout à fait. Important dans votre cinéma. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup de larmes et d'émotions pudiques. Voilà. C'est très très bien dit. Et je le disais, vous êtes une bulle d'aération dans le film. Ça nous fait du bien à chaque fois que vous êtes à l'image, vraiment. Donc même chose, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ce scénar la première fois? En lisant le scénario, j'ai été embarquée tout de suite dans l'histoire. Comme vous l'avez dit, par rapport au fait qu'on rentre tout de suite dans le film, dans les 10 premières minutes, on est embarqué, quoi. Un scénario, au bout de la page 8, si on en a marre de lire, c'est... Voilà. Et là, j'étais embarquée jusqu'au bout, et puis j'avais vu les films d'Emmanuel, donc... J'avais très envie de travailler avec lui et ensuite avec Pierre et Benjamin. Et voilà. Je faisais une petite dédicace à Patrick Fabre. Mais oui, il est par là. J'ai fait une petite dédicace pour Patrick et pour les Jeux paralympiques. Ouais, très bien. Je suis en bleu, blanc, rouge et j'ai les ongles médaille d'or. Voilà. Donc je tenais à les montrer parce que voilà, c'est un pari que j'ai fait avec mes sœurs. Et ben c'est très bien, et tout le public des salles du CGR sont en train de voir la Sauvernie. Donc c'est formidable, c'est très bien. Tiens-le-moi pour que je fasse avec les deux mains. Juste une dernière petite question autour de votre personnage, parce que votre personnage, il y a quand même pas mal de scènes, on va pas dire mais dans un décor unique, vous avez souvent tourné dans le même décor. Comment s'est passé le tournage justement? Parce qu'on sent un plaisir tout le temps, alors que j'imagine que ça a été quoi, 3-4 semaines dans ce décor-là? Peut-être moins. Quel décor du coup là? Celui de là où on joue la musique. Répétition, oui. Voilà. C'était formidable, formidable, parce qu'on était avec une vraie fanfare, qui sont des gens très très accueillants, très... On était, oui, pas chez eux, mais enfin, oui, on était chez eux. Et ils nous ont accueillis, mais de manière incroyable. Chez eux, avec un travail sur comme d'habitude dans notre cinéma, les silhouettes, les figures, tout ça, tout exactement. Exactement. Exceptionnel. Benjamin, la dernière fois qu'on s'est vu sur le tapis bleu ici, cher à Marie-France Bruyère, c'était pour l'Abbé Pierre. Rien à voir ici avec ce rôle, si ce n'est peut-être la générosité du personnage, cependant. Alors, comment vous êtes laissé embarquer dans l'aventure? Écoutez, moi c'est pareil. J'ai lu déjà j'ai reçu un scénario d'Emmanuel Courcol.
J'avais vu un triomphe ici à Angoulême, donc j'étais très heureux d'ouvrir ce scénario. J'étais déjà très excité et impatient. Heureux que ce metteur en scène vienne vers moi et flatté. Et donc ça crée une attente aussi, une impatience et donc forcément une exigence. Et donc j'étais très soulagé dès les premières pages, et même plus que ça, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. La rencontre de ces deux frères, en effet, et la rencontre de deux mondes. Et c'est la promesse aussi. En fait, quand on lit un scénario, c'est la promesse de l'aventure d'un tournage. Et donc on se dit, ah là là, quel tournage ça va être. Et là, il y avait beaucoup d'excitation parce qu'on savait qu'on allait tourner dans le Nord, vraiment avec une vraie fanfare, la fanfare de Lalin, qui est une petite ville près de Douai, des acteurs allaient se mélanger à la vraie fanfare, et puis que j'allais devoir aussi découvrir le monde de la direction musicale, et que ça, c'est seul notre métier peut nous offrir comme ça des voyages et des expériences inouïes, et que bon, ça allait être du boulot, je l'ai vite compris aussi, mais un pari et un défi énorme de diriger réellement 70 musiciens sur l'ouverture d'Egmont de Beethoven, d'avoir à apprendre l'adagio du concerto 23 de Mozart. Et donc, bah ouais, c'est des défis qui sont un peu... Faut pas trop y réfléchir, faut pas trop réfléchir en fait. Faut sauter, sinon on n'y va jamais. Et puis, je me suis fait complètement séduire. Quand on lit un scénario, on est le premier spectateur d'un film à venir. Et donc, j'ai ri, j'ai été ému. Et je me suis dit qu'un grand film d'auteur populaire, c'est rare. Et voilà, et quand ça arrive, c'est précieux, donc il ne faut surtout pas manquer ces occasions. Donc je me suis trouvé chanceux en fait d'être dans cette aventure. Cher Irène Muscari, très vite, parce que je vais quand même vous faire parler avant les photos. La sincérité de ce film, on vous la doit, d'autant plus que c'est à l'écriture beaucoup moins que l'apothéose qu'on imagine du coup à l'image, et ça c'est dû à Emmanuel Courcol. Donc quelques mots autour de ce film. Quelques mots, je sais pas, enfin, c'était un vrai plaisir d'écriture, mais surtout le grand défi c'était d'éviter les clichés. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Oh voilà, oui, mais comme d'habitude avec le cinéma d'Emmanuel Courcol. On vous remercie pour la générosité autour de ce film. Je vais vous laisser avancer vers nos amis photographes pour ce film en fanfare qui est donc diffusé au Festival du film francophone d'Angoulême dans le cadre d'un ciné-concert. Évidemment que ce film a été choisi pour le ciné-concert par Marie-France Brière, forcément. Un film pour lequel vous pouvez retrouver une conversation beaucoup plus complète sur le site du festival que nous avons réalisé cet été avec Emmanuel Courcol. Pour ceux qui auraient vu le film, voudraient en savoir plus. Et évidemment, je rappelle que le bouche à oreille marche dans le cinéma français. Donc si vous avez aimé ce film au sein du festival, parlez-en autour de vous. Un film qui mérite d'avoir une très belle vie en salle. Un film pour lequel le son d'une salle est tout à fait approprié. Donc à voir en salle absolument. Ah, eh bien, si André est parti, formidable. Peut-être, alors voilà, je vais reprendre cher Quentin. Merci beaucoup. Hop là. Un film à l'image particulière, un film à l'image soignée, puisque un film où le set design est important d'époque, un film où j'ai eu l'impression de me retrouver dans des caves de jazz de Chet Baker. Alors quelques mots chacun autour de ce film que j'ai particulièrement aimé, avec une image super soignée. Félicitations, d'ailleurs je ne vous ai pas vu sur le festival, mais vous êtes tous super, vraiment bravo. Alors quelques mots autour du film, pour donner envie aux gens qui sont en train de nous regarder dans les salles du CGR. Alors bonjour déjà, ils sont au CGR, c'est ça? Ils nous regardent du CGR. Bon, bah alors, la productrice du film. Donc le choix du pianiste, on a une distribution formidable. On a 3 jeunes acteurs qu'il faut absolument reconnaître. C'est Oscar Lesage, Pia Lagrange et Zoé Adjani. Des jeunes qui ont déjà fait des choses, mais avec ce film, ça va éclater. On est très très content de ce qui s'est passé au CGR. Parce que les salles étaient pleines et très enthousiastes. Ils sont sortis en pleurant. Ils ne nous laissaient même plus passer pour aller faire pipi. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? D'abord, il y a le réalisateur, Jacques Mesguin. C'est lui qui a fait le film. Donc il faudrait l'applaudir très fort. Oui, des salles, allez-y. Cher Jacques, je disais avec une image particulièrement soignée, un film à voir absolument en salle. Hop là, si vous pouvez évidemment le voir en salle, à voir en salle. Oui. Donc quelques mots justement autour de la préparation de ce film et sur l'image, hein, parce que moi c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmé dans le film. La préparation d'un film, c'est un tout. Hein. Il y a d'abord l'image peut-être, les décors, les repérages, et puis il faut faire entrer dedans des acteurs formidables, parce que si autour il y a une belle image et il n'y a rien d'autre, ça ne sert à rien. Donc là, il y a l'histoire et puis il y a le travail qu'ils font de ces jeunes-là
avec une force et un talent, une émotion. Sur le piano, Oscar a travaillé pendant un an et demi, parce qu'il est musicien, mais pas pianiste. Et donc là, le travail paye, quoi, voilà. Et avant que je donne la parole aux comédiens qui sont incroyables dans le film et surtout très bien dirigés, un mot sur l'équipe, parce que je voudrais parler des accessoires, je voudrais parler des costumes. Ah oui, alors si vous parce voulez qu'il y a un parler- travail là-dessus, non mais vraiment 2-3 mots, parce que vraiment, on sent la prépa derrière, dès la première séquence. Et pour ce genre de film où on n'a pas beaucoup de temps, il faut préparer longtemps. Donc Nelly, la productrice, nous a donné les moyens de préparer, de trouver des décors, et on a fait des repérages en Hauts-de-France qui ont été conséquents. Voilà. Et à partir de là, on a travaillé avec la déco, avec la lumière, sur les lieux qui avaient déjà une identité très forte. Identité qu'on voit à l'image, hein, un film qui a une vraie signature Bah, visuelle. tant mieux. Ah oui, oh bah c'est sûr, s'il est sélectionné ici, si Marie-France et Dominique l'ont sélectionné, c'est qu'il y a une véritable signature. Je voudrais, hop là, que chacun dise un mot sur le film, sur le travail avec Jacques. C'est dans le sens. Quoi? Voilà, approchez-vous avant les photos. Un mot sur le film et sur le travail avec Jacques, un travail long, hein, il nous le disait, 1 an sur le film là, hein, presque. Ouais, bah, en fait, moi j'étais un cancre en leçon de piano quand j'étais petit. Donc ce film, c'était un peu ma revanche sur ma prof de piano, que j'aime beaucoup au demeurant. Donc non, ça a été un vrai voyage et beaucoup de boulot et beaucoup de nazis aussi. Enfin, c'était et beaucoup d'amour. C'est des mots qui vont pas vraiment ensemble. Non, mais ça se sent. Mais voilà, je laisse le micro à Zoé Adjani qui est dingue, bravo. Hein. Non mais super dans le film, vraiment. Ah oui ouais, Surtout mais l'accouchement, non? Mais merci, Ouais. le public n'a pas vu le film. Non, mais l'accouchement de mon personnage. Hein. Oui, merci. Ouais, Mais il n'y a pas de souci. Donc du coup, comment était le travail avec Jacques et comment vous êtes arrivé sur le projet? Bah, je suis arrivée, moi, assez tard sur le projet et ça a été assez fulgurant. J'ai pris un café avec Nelly et Jacques et ils m'ont dit, bah, t'as l'énergie pour, tu vas pouvoir apporter la touche finale. Donc j'ai été très heureuse de faire partie de ce projet. Voilà, je suis très contente. Et puis il a été super bien reçu et accueilli ici à Angoulême pour la première mondiale. Donc on est tous très très heureux d'être là, je pense. Et on est très heureux de vous recevoir. Pierre et Laurence, un mot sur le film, sur Jacques, sur Nelly. Moi, j'ai déjà eu la chance de travailler avec eux il y a voilà, quelques années. Et donc, du coup, quand ils m'ont rappelé, j'étais ravie de rejoindre le projet. Voilà. Et j'adore mon personnage. Et je suis très fière de jouer la maman d'Oscar. Voilà. Oui. Un acteur vraiment à surveiller, mais qui a déjà fait. Mais là, c'est Voilà. vrai que aussi beau que juste dans le film, qui donne beaucoup dans le rôle, vraiment. Bravo. Et qui prend la lumière comme rarement. Vraiment, je tiens à le dire. Et bien sûr, qui a le micro? Qui est en Goumoisine, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis née à l'île d'Espagnac, donc juste à côté d'ici. Toute ma famille a rempli la moitié des salles. Non, j'exagère. Beaucoup d'Angoumoisins ravis. Bah oui, beaucoup. C'est pas vrai du tout. Non, Nelly confirme que c'est faux. Et je suis très heureuse de faire partie du projet. Ça a été une très belle rencontre avec Jacques. Et voilà. On s'est rencontrés au festival l'année dernière. On a rencontré Pia au festival d'Angoulême l'année dernière. Vous vous rendez compte comme ce festival nous apporte énormément. Le festival apporte et fait naître des films. Hein. C'est Sonia Roland nous hallucinant, disait ça aussi. hallucinant. Cette rencontre a été magique, voilà. Mon metteur en scène, il est tombé red dingue de Pia. Ah, on ne vous entendra pas, Nelly, s'il n'y a pas le micro-metteur en scène qui est donc tombé red dingue de Pia. Il est tombé red dingue, mon metteur en scène de Pia. Bien sûr, et puis à l'image, on voit que tout le monde tombe dingue de Pia, il n'y a pas que moi. Voilà, on a tout fait pour le faire. Merci à l'équipe du Choix du pianiste, un film à voir absolument en salle tant l'image est soignée. Ça fait 15 fois que je le dis, mais je le souligne encore. Je vais vous laisser vous avancer pour que nos amis photographes puissent faire une photo de groupe Cher Nelly. Hop là, voilà. Et évidemment, nous saluons André Manoukian, qui était avec nous sur le festival, qui a dû partir, mais qui a réalisé un formidable podcast que je n'ai pas entendu, mais qui est forcément formidable, puisque Patrick l'a enregistré. André Manoukian, qui est aussi un ami du Festival du film francophone d'Angoulême, ainsi que Toreton, que nous citons. Merci, chère Nelly, merci à vous. Et là, nous allons accueillir l'équipe d'un film coup de poing, d'un film choc. Un film qui m'a bouleversé lors de la projection privée que je me suis faite moi-même. Je vois qu'il y a de nouvelles photographies pour l'équipe du film du Choix du pianiste.
Alors je vais attendre puisque je voudrais vraiment introduire le film suivant de la meilleure des manières, pour plein de raisons. Merci infiniment à l'équipe. Merci beaucoup. Et à présent, ce sont 3 personnes de l'équipe d'un film exceptionnel qui sera montré pour la toute première fois dans un festival. Et je crois d'ailleurs en salle, ce sera ce week-end. J'ai le bonheur de présenter ce film très fort, un film d'Antoine Besse, un film qui s'appelle Oli. La salle est d'ailleurs archi complète pour ce film et je suis très content parce que c'est un film qui doit être vu en salle. Alors je vais accueillir le réal de ce film, Antoine Besse, l'acteur Théo Christine. C'est 3 nuances de Théo dans ce festival puisqu'il a 3 films qui sont dans le festival, et Cédric Kahn qui fait partie de notre jury et qui est également dans ce film très fort. Et Héloïse qui est également actrice dans ce film qui est une claque, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on a pu se parler un petit peu ici hors festival. Alors comment est née l'idée de ce film? Un film hyper fort, un film coup de poing et hyper personnel, je crois. Comment est née l'idée du film? Ouais. Bah, à la base, j'avais fait un court-métrage qui parlait du skate à la campagne que j'avais tourné juste à côté parce que je viens de Périgueux, c'est quand même vraiment pas loin. Et je pense que le déclencheur, ça a été qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce sujet quand le film était sorti. Et disons qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un incident dans cette bande de potes et j'ai voulu raconter l'histoire de l'un d'entre eux, enfin, en m'inspirant de sa vie et de ce qui s'était passé. Et après, je l'ai un peu romancé. Et l'idée, c'était de parler de 2 générations, une génération ancienne du skate et une nouvelle génération à la campagne, et de parler des sports de culture urbaine en fait à la campagne et comment ça peut être vu et à travers tous les prismes. Et voilà, en gros, c'était un peu la ça. culture urbaine et le skate qui sont hyper importants à la campagne. Tu me disais tout à l'heure des gens qui disaient que ça n'existait pas, alors que c'est tellement important. Ça l'était en 2000, ça l'était de ma génération en 2010 et ça l'est toujours maintenant. Ouais, bah, c'est un peu l'idée. Je pense qu'on a eu plein de retours, que ce soit sur le skate moderne ou sur ce film, de « Ah, mais ça skate vraiment à la campagne ?» Ben ouais, oui, clairement. Et c'était aussi le montrer comment les cultures urbaines, elles sont redigérées, et comment... Et puis c'est pas qu'un film de skate aussi, c'est un film sur un jeune garçon et un punk à chien un peu esselé qui vont se retrouver, qui vont se guérir de leurs blessures, on va dire. J'ai pas envie de spoiler un peu le film, mais... ensemble, et le skate c'est juste un espèce de terreau en fond. Il y a de l'agriculture aussi, d'ailleurs Cédric joue un agriculteur dans le film. Sur le lait, ouais. Les pommes. Et comment, on en reparlera un petit peu plus à la présentation du film qui est archi complète ce week-end, mais le travail de repérage, parce que les décors de ce film, ils sont super, ils sont top, c'est des intérieurs, c'est des extérieurs, je pense notamment à l'endroit où Théo entraîne la gamine et tout. Comment t'as trouvé ces décors-là? Pour être honnête, ces décors-là, en fait, c'était les décors de quand j'étais petit. Waouh! En fait, là, pour le coup, c'était la grange du voisin. C'était les modules qu'on avait quand on était petit, que la Allboard Family, une association locale, avait faite. Ouais. Et que j'avais déjà mis dans mon premier court-métrage et qu'on a remis dans le film. Donc c'est un peu très... Enfin, là, c'est pas trop du repérage, c'est plus... c'est vraiment un film de la revisite. Archi personnel. Et un film, je le disais, qu'il faut voir vraiment en salle, parce qu'il y a un travail sur le son, il y a l'énergie vraiment communicative d'un public, à ne pas attendre des plateformes. C'est un film qu'il faudra vraiment voir en salle quand il sortira prochainement. Théo, comment t'es débarqué sur ce projet? Je crois que c'est un projet qui te tient à cœur de ouf, tellement t'es généreux dans le rôle, et c'est 50 nuances de Théo, le personnage, là. On t'a jamais vu comme ça au cinéma, dans la pudeur du personnage et la sensibilité. Et les scènes d'émotion aussi. Alors ouais, parce qu'Antoine, en fait, on s'est connus il y a quelques années quand même, on avait fait un premier court-métrage ensemble, et c'est vrai que c'est un réalisateur qui m'a permis de construire un espèce de personnage qui était vraiment... assez loin de moi, j'ai dû perdre du poids, j'avais des dreads jusqu'aux genoux et tout. Et en fait, je trouve qu'en France aussi, c'est assez rare d'avoir la possibilité de travailler à ce point-là un personnage. Et Antoine, on est potes aussi dans la vie, donc on a vraiment pu construire ensemble des mois avant, que ce soit la démarche, que ce soit la manière de parler, et que ce soit le mindset du personnage. Donc non, c'était un vrai luxe et un vrai plaisir de pouvoir faire ça en France, en tout cas... à ce moment-là. Et les scènes de skate, ça s'est passé comment la prépa? On sent que ça te fait tellement kiffer les scènes de skate dans le film. On a l'impression, en tout cas en spectateur, on a l'impression, et c'est le but du jeu. Donc si c'est fake, en tout cas c'est très réussi. C'est pas du tout fake. C'est pas fake, ok. Mais ça s'est passé comment la prépa? La prépa, en vrai, ça a été beaucoup sur le personnage, sur la manière de parler, la manière de se tenir, la manière de réagir aux choses. Mais le skate, j'ai essayé de faire mon maximum. J'en faisais un petit peu déjà avant. Ouais. Mais bon, j'avais pas vraiment le niveau requis pour le personnage. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais c'est vrai que pendant la prépa et même pendant le tournage, je me déplaçais qu'en skate. On a tourné à Périgueux, on a tourné à Beauvais,
Et si tu étais dans la ville, tu pouvais me croiser avec mes dreads et mon skate et mon baggy tous les jours, normalement, si j'ai bien travaillé. Donc voilà. Avec des scènes où le jeu, enfin, tu prends le temps dans les séquences, hein, c'est pas des séquences qui durent 30 secondes, c'est Théo, il évolue dans l'espace, dans les scènes de skate, les trucs aussi. Comment ça s'est passé le découpage du film? C'est toi qui voulais vraiment donner le temps à tes acteurs de jouer avec des prises qui sont longues, hein, ils évoluent vraiment dans l'espace. Hein. Ouais, clairement, et puis surtout en plus, à part Théo et Cédric et Emmanuel, c'était quand même que des skateurs en fait, c'était pas des acteurs. Donc il y avait aussi tout un truc de bosser avec des acteurs amateurs. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais il faut arriver à les mélanger. Donc on laissait du temps. L'idée, c'était de faire tourner la caméra. Et puis moi, les dialogues qu'on écrit, après, l'idée, c'est aussi de les laisser se faire revisiter et tout. Et avec des acteurs amateurs, et notamment des enfants, c'est mieux. Enfin, des jeunes en tout cas. Donc je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Et puis dès que j'entendais la musique, après avec Théo, on en parlait beaucoup. On essayait de voir quand il y avait la musique ou pas. Et dès qu'elle était là, on se disait qu'on était bien. Et en gros, c'était ça un peu l'idée. Musique qui est géniale, mais on en parlera ce week-end. Je suis archi en retard parce que j'aime tellement ce film que j'ai voulu en faire des caisses, mais du coup on en parlera bien ce week-end. Je voudrais quand même que les deux autres acteurs nous disent un mot sur le film. Moi C'est vrai qui me fait peur depuis que j'ai vu le film, un peu quand même, pour être honnête. Non, mais je rigole. Sympa comme accueil. Non, mais parce que justement, le personnage est un peu... Alors comment t'es arrivé sur le projet? Moi je comprends rien au skate, et comme je jouais le vieux qui comprend rien au skate, c'était parfait. Et je suis arrivé par le producteur qui m'a présenté à Antoine, et j'avais un défi de faire un paysan, moi, qui est quand même un truc très très loin de moi. Voilà. J'étais convaincu de ne pas être crédible, mais je sais pas, on a bien... En voyant le film, ça va. Je suis pas trop... Non, c'était de suivre ces jeunes gens dans cette aventure. Une aventure réussie, hyper personnelle. Héloïse, du coup, un mot? Oui, moi je pense que c'est rare de voir des films comme ça, donc j'ai que à inviter à venir le voir en projection. Et puis comme Théo, on a fait une petite composition de personnages et j'ai hâte. Des dreadlocks, des tatouages, et on a hâte de voir du coup comment ça fonctionne. Et oui, même entre nous on se reconnaît pas, donc voilà, on a hâte de voir si justement ça fonctionne bien. Eh ben ça fonctionne dans un film qui évite les clichés, qui est hyper juste de A à Z. Il y a vraiment un énorme coup de cœur pour ma pomme de ce festival. Je vais vous laisser avancer pour les photographes. Et je rappelle que ce film sera diffusé donc ce week-end au Festival du film francophone d'Angoulême et que vous pourrez retrouver un podcast évidemment autour du film sur le site du festival. Un autre film en compétition à présent, de salle dans ambiance comme on dit, un film que j'ai eu le bonheur de présenter souvent cette semaine et d'avoir en podcast avec sa réalisatrice qui va peut-être en avoir marre de moi tellement je l'ai fait parler de ce film, mais cette fois-ci, elle est avec son équipe qu'elle va nous présenter, équipe nombreuse. Bonjour, chère Marek Engelhardt, pour ce film Rabia, un film qui est en compétition, un film très fort. Alors ça va être compliqué de parler du sujet là, je pense que c'est pas très à propos, mais vous allez réussir parfaitement à le faire avec cette équipe d'acteurs, d'actrices exceptionnelles que je vois du coup pour la première fois puisqu'ils n'étaient pas dans mes séances cette semaine. Donc, il y a une partie de l'équipe technique aussi. Eh bien justement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe qui est avec nous là? Avec le plus grand plaisir. Donc il y a Samuel Doux, mon co-scénariste et co-combattant, et David Chelmin, le compositeur de la musique, et Lionel Massol, le mari, quoi, le producteur du film, voilà. Et ces actrices exceptionnelles. C'est moi qui les présente. Je peux les présenter, mais je sais que vous le ferez beaucoup mieux que moi, parce que c'est la première fois que je vous ai avec les actrices là. Alors c'est Megan Northam qui incarne le rôle principal, Rabia. Lubna Azabal qui joue Madame, magnifiquement bien, et Natacha Kriev qui apporte du cœur dans tout ça. Alors nous sommes vendredi soir, le film il est projeté depuis le début de semaine. C'est un film où certaines personnes annulent des séances après, ou en tout cas les décalent parce qu'ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'en parler entre eux. Qu'est-ce que ça fait de projeter ce film à un public, à un vrai public, pas de critique, je parle vraiment du public angoumoisin et aux festivaliers pour la première fois? C'est un des jours les plus émouvants de ma vie, parce que j'ai jamais vu autant de gens qui me regardent avec des larmes dans les yeux et me racontent leur histoire, et ils me racontent comment ils ont reçu le film, et après tant d'années de travail où on ne sait pas en fait qu'est-ce que ça va faire chez l'autre pour qui on fait créer ces images, c'est un énorme cadeau. Voilà. Le cadeau, c'est vous qui nous le donnez à un film qui a été, après 8 ans, je crois, de conception et de travail. Les actrices, justement, qui sont brillantes dans ce film. Comment vous avez réagi à la première projection? Mégane,
T'es dingue dans le film, c'est 1000 nuances de Mégane, et en plus on évolue, même nos pensées évoluent avec ton personnage. C'est un film, je le disais en présentation, il n'y a pas de parti pris. Vous dites pas au public quoi penser, le public se fait son propre avis, évolue avec ton personnage. Comment t'as réagi quand t'as vu le film la première fois? Au début c'est quand même pas hyper facile à voir, donc je vais le revoir une deuxième fois ce soir et j'ai très hâte de le voir en tant que spectatrice et pas être en train d'analyser un peu trop ce qui se passe. Voilà. Des scènes très fortes. Tu peux juste nous parler de Marika en directrice d'actrice, parce que c'est pas évident ce que tu as à jouer, et j'ai l'impression que tu es en pleine confiance. Je vais poser la même question aussi. Vous sortez des choses incroyables, on dirait que vous faites complètement confiance à la metteuse en scène. Comment elle est sur le plateau en directrice d'acteur? Oui, au bout d'un moment, on instaure forcément une confiance, sinon je pense qu'on n'avance à rien. Mais il y a aussi de la méfiance. Je crois que c'est sur ce jeu-là qu'on a un peu marché en confiance, méfiance, qui a créé, je pense, qui m'a aidé à créer le personnage de Rabia. Et qui marche pour le personnage qui est en confiance, méfiance tout le film. Et qui marche et qui est sur un fil à chaque fois pas très clair. Et puis ensuite, il y a aussi les partenaires de jeu. Ouais. Et là, c'est un peu la même chose. C'est des relations très très différentes avec Lubna et Natacha. Mais voilà, avec Lubna, c'est plus sur un truc de poids. Genre, on se tire la corde un petit peu. Puis avec Natacha, main dans la main. Voilà. Et bien justement, alors quelques mots sur le... Même chose, hein, vous êtes exceptionnelle dans le film. Là, je vous vois généreuse, douce, etc. Et quand je vous ai vu dans le film, je me suis dit, mon Dieu. Et là, je vois que c'était un véritable travail de composition. Donc comment vous avez été approché pour le rôle et comment vous avez bossé ce personnage? On va rester là jusqu'à demain. Non, mais rapidement, parce qu'on a fait un podcast aujourd'hui. Non, mais j'ai rencontré Mareike, donc qui m'a parlé de son projet. Et puis on a longuement discuté et j'ai assez rapidement été enthousiaste. Enfin, je lui ai dit oui très vite en fait, voilà, parce que le projet, l'ambition qu'elle portait, le sujet du film. Tout ça me semblait vachement intéressant. C'est un challenge aussi que je pouvais porter. Enfin, je pensais que j'allais peut-être pouvoir porter, on va dire ça comme ça, et travailler avec Mareike. C'était travailler, à la fois avec un capitaine de bateau, avec une amie, avec une sœur, et puis un tournage, c'est un laboratoire, donc on est dans des rapports de travail et comme à l'instar du personnage de Rabia, moi c'était confiance, défiance. Voilà, parce que mon personnage est dans cette chose-là aussi. Et puis parce que voilà, on est dans nos bulles, chacune de nous, et voilà, on a essayé de donner ce qu'on pouvait faire. Voilà. Et c'est fait merveilleusement. Et même chose, si vous avez vu le film, la première fois que vous l'avez vu le film? Oui, je l'ai vu le film. Alors comment vous avez réagi la première fois? C'est intime, quoi. J'ai envie que vous me laissiez ma première fois, moi. Eh ben alors je vous laisse. Et vous savez quoi? Je vous laisse votre première fois. Je vous laisse votre première fois. Vous avez raison. Très bonne réponse. Et même chose sur le travail avec Mareike. Avec Mareike, on s'est rencontrés. Moi, je suis arrivée un petit peu après. Il y avait déjà Mégane et Lubna qui faisaient partie du projet. Je suis arrivée un petit peu après. J'ai passé beaucoup de tours d'essais et j'avais énormément aimé le scénario, ce personnage. Et voilà, avec Mareike, ensuite, on a fait un travail toutes les deux aussi. On a fait un travail à la table. On a fait des impros, on a revu certains dialogues, etc. Et après, j'ai travaillé aussi avec Mégane. Parce que toi et moi, on s'est vraiment rencontrés. Il fallait qu'il y ait vraiment une surprise pendant le tournage. On ne s'était pas rencontrés avant. Et avec Mégane, on a travaillé ensemble. On a lu le scénario, on a regardé les dialogues ensemble. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai approché le rôle en tout cas. Vous êtes toutes exceptionnelles dans le film. Je salue aussi, je manque de temps, mais je salue vraiment l'équipe technique parce que le son est soigné, l'image est soignée. C'est vraiment une claque visuelle et sonore. Et vraiment, ça fait partie du film. Oui, c'est une petite merveille. Vraiment, bravo Mareike. On a fait un podcast autour du film que je laisse les festivaliers aller découvrir. On va plus avant justement dans la conception, l'écriture du film. Ce film qui a mis longtemps à se faire et on comprend pourquoi quand on voit l'exigence du film. Et je vais vous laisser aller voir nos amis photographes pour une photo d'équipe au sein de ce festival du film francophone d'Angoulême, pour donc Larsen, vas-y, pour donc ce film Rabia.
qui est en compétition, diffusé dans des salles archi complètes, avec des salles parfois doublées. Un film pour lequel le public peut voter pour le choix du public. Je ne saurais que trop répéter au sein de ce festival l'importance du choix du public dans la distribution d'un film. Donc vraiment, allez noter les films, puisque c'est le public qui compte et le bouche à oreille aussi. Parlez de ce film autour de vous si vous l'avez aimé. C'est un film qui doit vivre en salle, vraiment. Alors, encore une fois, une autre ambiance pour un film que j'étais encore une fois très heureux d'animer de nombreuses fois cette semaine. C'est un peu devenu la famille pour moi d'Angoulême. C'est l'équipe de Barbès Little Algérie d'Hassan Guerard qui va nous rejoindre sur ce tapis bleu. Tapis bleu diffusé donc dans toutes les salles du CGR avant la première de ce soir. Cool. Hassan Guerard, bien connu des gens de cinéma, hein, attaché de presse puis producteur. C'est lui, La vie d'Adèle. C'est lui, La Palme d'Or, un film très personnel. Oh là là, il y a plein de gens de l'équipe en plus que j'ai pas vu. Hassan, comment on se retrouve? Vous êtes extrêmement classe, très beau. Bon alors Hassan, le film a été montré plusieurs fois cette semaine. Vous êtes en compétition, donc du coup vous avez eu de nombreuses salles, archi complètes. Comment on se sent là? Tous les films. Tous les films de compétition, bien sûr. Mais par contre, l'ovation du public, le public, comment dire? Angoumoisin. Angoumoisin, magnifique, magnifique. Des amoureux du cinéma, des passionnés de cinéma. Ils ont juste envie d'aller chercher des émotions. Je suis content qu'ils les aient trouvées chez nous, grâce à cette brochette-là. Et je suis l'homme le plus fier de les avoir avec moi. Et ce soir, ils sont au complet. Enfin, il en manque une. Mais oui, Rallye, les trucs que j'ai pas vu cette semaine et tout ça, super. Oui, Rallye, oui. Il manque Clotilde. Oui, le Courreau. Il manque Slimane, Soul King, Laure. Mais on en a une grosse distribution, oui. Voilà. Et moi, je pense que ce serait bien que Monsieur Khalil, parle, qu'on n'a pas vu de la semaine, dise 2 mots, et après vous passez. Et passe le micro à la bête de promo qui est Sofiane. Bonsoir, bonsoir. Salut, t'es vraiment super dans le film, boule Merci de sensibilité. Pour un rôle, on t'a pas vu comme ça encore au cinéma. Alors qu'est-ce qui t'a charmé dans ce film? C'est Hassan, son énergie, le scénar? Son cœur. Ah bah ça. Il a juste un cœur qu'il a aucun problème à déverser dans ce qu'il fait. Et c'est contagieux en fait. Je sentais que j'avais besoin de cette liberté, j'avais besoin de cet élan de vie, quoi. Et c'est ce qu'il insuffle dans ce qu'il fait, quoi. Donc, ouais. Et la meilleure personne qui parle du film, hein, c'est Lynn Charlebois, qui est en compétition aussi, qui ne connaît pas du tout Barbès ni son quartier, et qui a complètement été transcendée par le film. Donc preuve en est qu'on n'a pas besoin d'être issu d'immigration, de connaître Barbès et tout, pour être complètement dans ton énergie. Alors, Sofiane, hop, qui est le premier rôle du film, tu le disais, bah oui, tu vas quand même nous parler un petit peu de ce film, parce que tu en parles tellement bien. Tu te disais à la première présentation qu'il a réussi à faire sortir de toi les trucs que les réalisateurs n'ont jamais réussi à faire. Et c'est vrai que tu as une boule de sensibilité, rien à voir avec l'énergie que tu dégages complètement dans la vie. Alors est-ce que tu pourrais nous parler du tournage et de ce film et de ce que ça fait de le présenter au public là cette semaine? Le contre-emploi a été très marrant, effectivement. On s'est pas mal amusé sur le plateau. Il y avait beaucoup d'émotions, notamment dans des scènes très perso et des sujets très perso. Donc ouais, c'est un peu de nous. J'ai un peu l'impression que personne n'a menti du premier jour au dernier de ce film. Et puis ça a été mortel de le partager tous ensemble. Et puis on est tous rentrés dans les pompes d'Hassan, dans la peau de tout un chacun, et on a essayé de raconter une histoire humaine, une aventure sensible effectivement, mais pas que. Il y a aussi énormément de force dans l'émotion qui peuvent se dégager dans ce film. Et puis voilà, c'est cool qu'on soit tous réunis aujourd'hui. Et puis voilà, on a tous essayé de raconter le journal intime d'Hassan Guerard à travers le personnage de Malek. Et je profite qu'il soit là, il est à côté de moi parce qu'on l'a pas eu cette semaine. Est-ce que tu peux nous parler, Sofiane, juste de ton travail, parce que tu as des scènes bourrées de sensibilité avec Khalil. Comment ça s'est passé le tournage de ces scènes-là, qui sont des scènes de grande émotion dans le film? Je pense que j'ai quelques années de plus que lui. Donc c'est pas drôle. Donc ce qui s'est installé, c'est rapidement, je pense, un rapport de grand frère. En tout cas, j'ai essayé. Et puis on s'est laissé porter avec Khalil. Ça s'est fait naturellement. Voilà, on avait besoin de bienveillance tous les deux. Voilà, lui c'est un jeune comédien, moi aussi à un autre âge, mais je pense que voilà, on a de l'expérience à acquérir. Et puis on a essayé de se faire plaisir. Voilà. Et puis le dernier mot avant qu'on vous laisse avec les photographes, et que je rappelle que ce film peut concourir au choix du public. Hop là, pareil, juste un mot sur le... Alors Hassan est un mood cette semaine, on a vu complètement un mot justement sur ce tournage, ce film, avant qu'on vous laisse avec les photographes, parce que je suis en retard. Alors sur le tournage surtout, parce que moi je vous avoue que je découvre le film.
Voilà, donc j'ai un peu le trac, mais en tout cas, je crois Génial, que c'est un film, un tournage qui a été tourné avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité. Et juste pour rebondir sur une chose, quand on disait à contre-emploi, oui, peut-être, par rapport à ce qu'on a vu de toi, mais en tout cas, dans la vie et sur le plateau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour à donner. Donc je crois qu'en fait, c'est juste Hassan qui a mis ça en valeur, mais c'est cet homme. Donc voilà. Oui. Film qui est encore projeté ce week-end au Festival du film francophone d'Angoulême. Je suis très en retard, donc je ne peux pas faire parler tout le monde. Je suis désolé, Hassan, ne m'en veux pas que l'attaché de presse Antoine ne se réveille pas. Je peux vraiment pas faire parler tout le monde. Je vais juste vous laisser vous avancer pour les photographes et rappeler que le film concourt évidemment en compétition, mais aussi pour le choix du public. Donc si vous avez aimé ce film, votez pour le film. Je ne saurais que trop rappeler l'importance du choix du public dans la distribution du film. Ça a énormément aidé le film La vie de ma mère de Julien Carpentier l'année dernière, comme les films des années précédentes. Donc votez vraiment pour le choix du public. Je vois la productrice, voilà, il y a vraiment l'équipe au complet, presque au complet, de Barbès, Little Algérie. Un film génial, et je peux vous assurer que quand on a grandi à Barbès, ou qu'on connaît Barbès, ou qu'on est issu de l'immigration maghrébine, et ben c'est un film qui touche, qui parle et qui fera date, comme l'a été Le Gone du Chabat ou La vie devant soi. Merci, merci beaucoup. Et je cherche mon équipe du Festival du film francophone du regard. Merci Hassan. Salut frérot. Je cherche mon équipe du film francophone du regard pour me dire si c'est le film d'avant-première. Merci chère Julie de me prévenir que nous allons accueillir ensuite l'équipe du film en avant-première de ce soir. Pareil, un grand coup de cœur de l'équipe du Festival du film francophone d'Angoulême, un grand coup de cœur personnel de Cannes Première, un réalisateur que nous adorons quand on aime un certain cinéma d'auteur, un certain cinéma des années 90-2000. Un réalisateur qui a notamment beaucoup travaillé sur la filiation et le deuil, avec un film immense qui s'appelle Après lui, qui a donné des envies de cinéma à beaucoup de gens, dont moi, avec deux acteurs exceptionnels, dont l'un que nous allons retrouver pour un troisième film après Magma et Oli, dont on a parlé tout à l'heure. Alors je vais demander à l'équipe de Vivre, Mourir, Renaître de rejoindre le tapis bleu. Vivre, Mourir, Renaître, un film qui est diffusé ce soir dans des salles complètes au Festival du film francophone d'Angoulême. Après avoir également fait des salles complètes en Projo Presse et pour le public au dernier festival de Cannes, un film qui sort dans peu de temps, dans quelques semaines je crois. Un film très fort, qui marque, qui hante. On ait vécu cette période ou non, avec une direction d'acteur géniale et un Gaël Morel qu'on est ravis de retrouver au cinéma. Vraiment, qui est personnellement l'un de mes cinéastes préférés. Bonjour Gaël. Ça va bien ? Bonjour à l'équipe, rebonjour Théo, bonjour à tous, bonjour. Alors Gaël, quelques mots sur ce film qui va être projeté là, dans des salles archi complètes. J'imagine l'émotion du public, et là on est d'ailleurs dans toutes les salles pour le CGA en direct, j'imagine l'émotion du public pour un film personnel, sur une époque que tu as bien connue. Alors comment est né ce film ? Voilà, c'est très très long, donc c'est né d'un désir très fort de témoigner de cette époque-là, en effet. J'avais aussi envie, j'ai pas beaucoup fait ça, mais raconter une histoire d'amour. Et une histoire de tous les amours, c'est-à-dire un amour bisexuel, hétérosexuel, homosexuel. Et j'avais envie d'un film où les gens sont bienveillants entre eux, parce que je trouve que ça manque beaucoup, la bienveillance. Donc voilà, c'est parti de ce désir-là. Et après, j'ai eu la chance d'être accompagné par Michel Alberstadt et Laurent Pétain, qui sont mes producteurs, et qui m'ont vraiment donné des ailes et une liberté totale. Et ensuite, j'étais galvanisé par la jeunesse, l'énergie et la beauté de mes acteurs. Voilà. Et voilà, et tout ça, ça fait un film. On va peut-être juste, au niveau du thème, juste évoquer le cadre spatio-temporel, puisque tu parles de l'époque du sida avant trithérapie, donc à un moment donné où les répertoires téléphoniques étaient décimés de jour en jour, qui est peu traité au cinéma, de mémoire Cyril Collard, mais c'est vrai que ce moment avant trithérapie a été très très peu traité en salle. Eh ben, ce qui n'a pas été vraiment traité, la plupart du temps, ces années-là, les années sida, s'arrêtent en 90, et c'est là où le film commence. C'est-à-dire au moment où l'hécatombe est au plus haut, et au moment aussi où apparaissent les premiers soins qui vont permettre aux gens de vivre longtemps. Donc, je témoigne, enfin, je raconte à la hauteur de ce que j'ai connu. Moi, je suis cette génération qui avait 20 ans en 92. Donc,
Voilà, je parle de ce que je connais. Et c'est très bien, c'est un film devoir de mémoire qui doit être vu qui fera beaucoup de bien à ceux qui l'ont vécu et qui doit être vu vraiment par toute la jeune génération parce qu'on comprend beaucoup de choses sans que ça tombe dans le mélo, dans le pathos et c'est très très vrai. Je vous remercie vraiment sincèrement pour ce film. C'était une évidence de l'accompagner, ce film. Oui, parce qu'avant le devoir de mémoire, il y a l'envie de faire un mélodrame, de raconter une histoire d'amour et de poser une question toute simple qui est quand on pense qu'on va plus vivre et que finalement on vit, on fait quoi de sa vie qu'on n'avait pas prévu d'avoir. Voilà. Donc c'est un film d'espoir, c'est un film d'envie, de désir, de jeunesse et c'est un mélodrame et on avait très envie de faire un mélodrame avec elle. Ouais, c'est très réussi. Lou, même chose. Est-ce qu'à l'écriture, c'était quand tu as lu le scénario, est-ce que tu imaginais que le film serait aussi fort que ce que les gens vont découvrir ce soir à l'image? Voilà. Ou alors, j'ai reformulé, est-ce que le tournage était aussi émouvant et les scènes étaient aussi émouvantes que nous? Comment ça s'est passé le tournage de ce film? Oui. Plus simple. C'est mes questions qui durent 1000 ans, t'inquiète pas. J'imaginais, je sais pas ce que j'imaginais, mais en tout cas, j'ai été évidemment extrêmement séduite dès la première lecture et plus que heureuse d'être embarquée là-dedans. Et c'est vrai qu'en lisant le scénario, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de très précieux dans les mains, et sûrement parce qu'il y a une partie qui m'échappait quelque part, une époque en fait, un endroit, quelque chose de cette époque qui m'échappait. Et aussi parce qu'on est tellement avec eux, on est tellement dans l'intimité de ces gens que là tout d'un coup en fait j'avais plus le choix que ça m'échappe et ensuite du coup il y a eu ce tournage qui était incroyable, c'était très très étrange parce qu'en fait j'ai jamais eu un tournage aussi silencieux, concentré et en même temps trop fun. Et on était tous portés par quelque chose. Et à un moment donné dans le tournage, on s'est tous réveillés, on s'est tous dit, mais en fait, pas réveillés, mais je veux dire, on s'est tous rendu compte de ce qu'on faisait, quoi. Et il y a quelque chose qui a pris juste de l'amour du travail, de l'amour du cinéma, et c'était tellement, tellement génial. Et puis ensuite, en regardant le film, je sais pas, c'était aucun rapport avec la question. C'est tellement mieux que la question que j'ai posée. Vas-y. Non, pas du tout. Mais ensuite, en regardant le film, j'ai comme retrouvé, mais d'une façon comme rencontré ce que je ressentais au début, l'intuition que j'ai eue en lisant la première fois. J'ai rencontré en fait un peu de des fantômes. Mais c'est très très beau comme je l'entends. Je sais pas si les fantômes c'est toujours beau, mais... Si, les fantômes sont convoqués dans ce film, beaucoup, beaucoup. Et puis on ressent effectivement l'amour du cinéma. Gaël Morel, il faut le dire quand même, qui est un des plus fins connaisseurs aussi du cinéma de patrimoine, du cinéma français, je crois. Et les gars, même chose, Victor, on a eu Théo tout à l'heure, Victor sur le travail avec Gaël Morel sur un rôle très fort. Il faut quand même expliquer que vous avez des partitions toutes particulières avec un film qui se divise en 3 actes et chacun un acte pour le personnage, même si on vous voit tout le film. Donc comment ça s'est passé le tournage et la direction d'acteur de Gaël? C'était magique, il a rendu ça hyper facile. Gaël, c'est quelqu'un de très tendre, c'est quelqu'un qui est empreint d'une grande douceur et il a insufflé ça sur son plateau. Donc franchement, c'était que du bonheur. Chaque jour, on avait des choses assez fortes à jouer. Mais il y a eu finalement très peu de stress parce qu'il y avait aussi énormément d'amour entre nous trois, énormément d'écoute et d'entraide aussi. On se soutenait les uns les autres quand il y en avait un qui avait une scène un peu plus compliquée à jouer. Et puis on avait le chef d'orchestre qui était là, qui encore une fois... voilà, en fait, c'était pas simple seulement pour nous, c'était simple pour toute l'équipe. On a partagé une aventure vraiment collective forte entre nous qui sommes là, entre tout le reste du casting, avec toute l'équipe aussi. Donc voilà, sincèrement, on était dans une bulle d'amour et de tendresse et on y est toujours. Donc voilà, ça fait plaisir, on est bien quoi. Et Théo, pareil, même question. Enfin, là encore, j'ai dit tout à l'heure 3 nuances de Otto, tu as 3 films sur le festival. Là encore, c'est une autre bulle de sensibilité. Comment t'es arrivé sur le projet et quel souvenir tu gardes du tournage? Je suis arrivé avec des dreadlocks. Après Oli, tu l'as fait juste après? Ouais, après Okay. Oli. Et non, en fait, comment je suis arrivé sur le projet? Je suis arrivé par un café avec Gaël, qui n'aime pas faire des castings, qui aime faire des rencontres. Et c'est très agréable pour des comédiens.
Et non, on s'est rencontrés d'abord et il souhaitait qu'on se rencontre avant de lire le scénario, si je ne m'abuse, je me souviens. Et en fait, même avant de lire le scénario, du coup, j'avais déjà envie de travailler avec lui parce qu'il a une telle passion et un tel amour du cinéma et il décrivait tellement, son projet décrivait tellement de jeunesse et d'amour et un message qui était important, en tout cas pour moi, à transmettre, que ce soit notre génération ou aux plus anciennes, que j'avais déjà envie de travailler avec lui avant. Et une fois que j'ai lu le scénario, ça a été la cerise sur le gâteau. Donc voilà, je sais pas ce que je peux rajouter parce que vous avez dit tout ce que j'avais en tête déjà. Mais le film, quand tu l'as découvert, c'était émouvant. Vous avez pu aller jusqu'au bout, vous l'avez vu d'un coup, bout par bout. Il y a des scènes très fortes. J'imagine, quand on l'a tourné, il y a des scènes très dures. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le film la première fois? C'était comme parce que ça arrive pas sur tous les films, c'était un peu comme une promesse tenue. Même s'il nous avait rien promis. Mais Gaël est très attaché aux mots et il savait très bien où il voulait aller, ce qu'il voulait raconter. Et vraiment, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai aussi vu de Gaël, j'ai aussi vu sa sensibilité, sa pudeur, son amour, sa passion du cinéma. Et en fait, j'étais juste ravi et on l'a découvert tous les trois dans un petit cinéma en canapé en cuir très agréable, très confortable. Et non, en vrai, j'étais vraiment fier de nous. J'admirais mes deux collègues avec les yeux mouillés un peu. Mais bon. Et non, c'était vraiment une fierté. Et en vrai, dès que je l'ai vu, j'avais envie qu'il sorte et j'avais envie qu'on fasse la promo. Et maintenant, on est en train de la faire. Et vous êtes en train de la faire pour un film Devoir de mémoire que vous allez présenter maintenant dans des salles archi complètes. Et que les gens parlent de ce film, il faut aller le voir en salle dans quelques semaines, c'est hyper important. 25 septembre. Le 25 septembre. Le 25 septembre, voilà, c'est la date exacte. Donc le 25 septembre, on file en salle pour le voir, on en parle le bouche à oreille, c'est important dans le cinéma français. Et je vous laisse aller montrer cette claque au public. Merci beaucoup. Merci Kevin. Merci à vous, merci Gaël pour ce film. Vivre, mourir honnête, donc qui sort le 25 septembre. Je vais vous laisser donc prendre une photo d'équipe pour nos photographes. Dire au public qui sont en train de nous regarder dans les salles du CGR que c'est la fin de ce tapis bleu du vendredi 30 août. Que vous pouvez retrouver les podcasts des films que j'ai présenté ce soir, présenté par moi et mes confrères sur le site du festival. Et que demain samedi, une nouvelle journée, un nouveau tapis bleu, une nouvelle fois les films en compétition. Et je rappelle pour les films en compétition de voter pour le prix du public, très important. Voilà, Vivre, mourir honnête qui maintenant va faire la tournée des salles au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est la fin de ce tapis bleu.